On ne peut pas vouloir sauver les gens sans qu'on ait fondamentalement cet altruisme, cette tournure d'esprit tournée vers l'autre. La générosité dans l'action qui est traduite d'ailleurs par notre devise, sauver ou périr. Cette générosité peut aller jusqu'à l'acte ultime, le don de soi. Et le don de soi, ça veut dire en clair, risquer de mourir dans un incendie ou dans une catastrophe. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des hommes et des femmes sont prêts à risquer leur vie pour sauver la nôtre. Ce sont les pompiers. Leur devise, sauver ou périr. Cette maxime résume à elle seule le difficile rapport qu'ils entretiennent avec la mort. Ils sont militaires, professionnels et sont les garants de notre sécurité. Pendant 24 heures, de Paris à Marseille, nous allons suivre le quotidien de ces soldats du feu. Nous partagerons leurs combats, leurs joies, mais également leurs moments de doute. « 1896. Un an jour pour jour après la naissance du cinéma, un cinéaste déclenche sa caméra et filme ses hommes. Le 10 juillet 1810, Napoléon Ier voit périr 10 personnes lors d'un incendie à l'ambassade d'Autriche. Un an plus tard, il décide de créer le premier bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Ces premières images reflètent le courage de ces hommes qui luttaient contre les flammes avec des moyens dérisoires. Avec les années, les équipements évoluèrent dans un seul et unique but, la protection des hommes. À Paris, ce sont plus de 7700 militaires, hommes et femmes, qui sont regroupés au sein de la brigade des sapeurs-pompiers. Avec 415 000 interventions par an, ce corps d'élite assure la protection de plus de 6 millions d'habitants, soit 10% de la population française. Parmi ces hommes, le sergent Jérôme Kahn du secteur de Ménilmontant. On se connaît tous les deux? Ça va? C'est moi. Vous voulez vous asseoir? Vous êtes arrivé? Vous mettez les gants, les gars? Vous sentez quand je vous touche? Vous la sentez quand même? Ah, vous êtes bien gonflé là, hein? Il est dur. Cela fait déjà 10 ans que je suis pompier à Paris. Donc je suis arrivé en tant qu'appelé. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer à la brigade, faire mon service. Je voulais faire un service intéressant. Et puis ça m'a plu, je suis resté. Je voulais faire un métier actif dans lequel je ne m'ennuie pas. C'était un métier que j'aimais depuis que j'étais enfant. Hein. Beaucoup de mes collègues sont pareils que moi. Je me suis dit, tiens, moi, je vais essayer. Je vais voir si ça me plaît. Je suis venu à la brigade faire mes 10 mois et ça m'a plu. Et j'ai décidé de rester. Donc c'était une vocation d'enfant. Et puis en même temps, c'était réfléchi parce que si ça ne m'avait pas plu, je ne serais pas resté. Marseille est la seconde ville à se doter de pompiers militaires. Particularité historique et géographique, ces 1900 hommes et femmes sont tous issus de la marine nationale. Exercice quotidien, la planche. Cette discipline physique est un passage obligé pour tout pompier. Elle consiste à se hisser à la force des bras sur une plateforme située à 2,40 m du sol. J'ai choisi de faire ce métier parce que au départ c'est une passion, une envie quand on est petit, en voyant les camions passer, une envie. Après ça devient une passion et puis c'est un peu pour se rendre utile dans la vie. On s'est dit bon, peut-être que là on va servir à quelque chose plus que d'autres métiers. Bon, j'ai essayé et ça m'a plu. Ça fait 13 ans que j'y suis, un peu plus de 13 ans que j'y suis. Et bon, c'est toujours aussi plaisant. Jour après jour, on est heureux de faire ce métier,
même si psychologiquement on est ébranlé dans l'approche quotidienne de la détresse humaine. Jour après jour, on y retourne. La journée est à peine commencée que les pompiers sont dépêchés sur une première intervention. Une femme d'une quarantaine d'années vient de mettre fin à ses jours en franchissant une corniche avec sa voiture. Les pompiers interviennent quelques minutes après le drame. Le corps de la victime est ramené sur la berge et l'équipe médicale s'efforce de la maintenir en vie. On a une vingtaine de mètres à peu près à pic et on a décidé avec le médecin de la passer sur le bord de plage avec l'aide des plongeurs et la difficulté a été de rester médicalisé et de transporter pour évacuer la victime. On vérifie l'oxygène, les gars, combien il vous reste? Tu vois, son état est assez critique. On l'a ramené, comme dans le terme pompier on dit, on l'a ramené, c'est-à-dire qu'elle était normalement quasiment morte. On l'a ramenée à la vie. Elle avait un pouls qui était satisfaisant, intubé, perfusé, médicalisé dans son ensemble. Et là, maintenant, elle a été évacuée sur l'hôpital de Garde. Malgré les efforts des différentes équipes, la femme décédera dans la nuit. La mort a ceci de commun dans la représentation humaine, c'est que justement, elle est difficile à représenter ou impossible pour tenir. Donc la mort est toujours surprenante, d'une certaine manière, déstabilisante. C'est pas vraiment prévu psychologiquement. Donc c'est toujours difficile d'être confronté à la mort. Les marins-pompiers, de par leur exercice professionnel, sont préparés à ça. S'y attendent, sont sur le qui-vive. Donc ils ont mis en place, en général quand ils partent à l'intervention, ils savent à peu près pourquoi ils partent, donc ils mettent en place certaines défenses, ils préparent un petit peu psychologiquement les choses et ils sauront faire face et assimiler ensuite les visions difficiles, voire d'horreur qu'ils auront pu rencontrer. On essaie de ne pas trop s'impliquer, parce que je pense que ça risquerait un petit peu de nuire à notre action. On aurait tendance à s'apeurer, à s'attendrir, à aller vers la victime, alors qu'il n'y a pas que ça à gérer. Il y a des hommes, il y a des mises en sécurité, il y a du personnel. C'est plus gros, c'est plus large. Au même moment, à Paris, le feu ravage un appartement situé au 4e étage de cet immeuble. Arrivés très tôt sur les lieux, les pompiers ont pu évacuer les occupants et procèdent maintenant au noyage, c'est-à-dire à l'extinction du feu par voie d'eau. L'intervention se prolongera pendant plusieurs heures. Les pompiers de Paris effectuent l'équivalent de 4 fois le travail d'un sapeur-pompier de province. Ça veut dire que le taux de sollicitation de mes pompiers de Paris est 4 fois supérieur dans une journée. Ils sortent 4 fois plus que les pompiers de France. Nous faisons près de 20 000 incendies par an, qui représentent en termes d'activité sur le terrain le tiers du total de l'activité. 10 heures, retour à Marseille. Situé au sein de l'état-major, le centre d'appel Allo 18 est sollicité en permanence. Ce sont des pompiers qui assurent le relais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils ont été formés à gérer les appels d'urgence. Toujours pas? Ce centre de haute technologie est le système nerveux des marins-pompiers de Marseille. Il y a 2 grandes catégories de demandes de secours. Il y a le secours à personne, bien entendu, le secours aux biens. Le secours à personne, lorsqu'il s'agit de secourir une ou plusieurs personnes, eh bien, nous prenons les adresses, nous déterminons, nous essayons de déterminer quelle est la nature de leur problème. Et puis, comme le veut la loi, nous le transmettons à un médecin. Et là, ça prend en moyenne entre 1 et 4 minutes. Pour ce qui est du secours aux biens, sinistre feu, eh bien entendu, l'appel dure moins d'1 minute.
L'anticipation consiste à faire une analyse de la zone d'intervention, à faire une analyse du sinistre, à en déterminer bien entendu les évolutions probables et construire une réponse en termes de gestion de moyens, c'est-à-dire une balance entre les moyens nécessaires et les moyens disponibles. Plus on va vite dans cette gestion de moyens, plus on répond vite à l'attente des gens sur le terrain. Paris 10h30. En plein cœur de la capitale, les sapeurs-pompiers possèdent un centre de secours situé sur une péniche. La Seine, mais aussi la Marne et les nombreux canaux parisiens ont donc contraint ces hommes à devenir plongeurs autonomes. Ces hommes sont les spécialistes des interventions subaquatiques, leur élément de prédilection, l'eau. L'alerte est donnée. En quelques minutes, ces hommes peuvent intervenir sur le fleuve. Fourgon de Sévigné bien reçu. Allez, défense à Sévigné. Une péniche est immobilisée au milieu de la Seine. Il faut réagir vite, car cela risque de bloquer la circulation fluviale. CSL pour la vedette d'intervention. Ok, je vais m'amarrer. Pilote du diamant pour la vedette des pompiers. Je vous écoute. On peut s'amarrer sur votre bâbord? Problème, mais j'ose pas me mettre le long du quai, j'ai peur de toucher le fond. Ok, vous restez en stationnaire et on va s'amarrer. Ça marche. Distance, tu sais, l'antimonerie qui a cramé. Antimonnerie? Ouais. Il y a eu un peu de fumée. Ça s'est éteint tout seul. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un tournevis pour sortir la plaque et voir ce que c'est comme fusible. Il n'y a rien. Les interventions pour lesquelles nous sommes appelés sur la Seine, en fait, c'est tout ce qui peut se passer sur le fleuve. Que ce soit une personne qui tombe à l'eau, que ce soit un feu de bateau, ou bien un accident de bateau, ou un objet laissé tomber en Seine, un objet précieux, ou un cordage dans une hélice, un bateau à la dérive, une pollution. Tout ce qui se passe sur l'eau, en fait, on est capable d'intervenir. Quand je suis rentré à la brigade, c'était simplement pour monter dans les camions rouges. À ce moment-là, je ne connaissais pas du tout la plongée. J'ai habité 20 ans à côté de la mer sans jamais en profiter réellement. Et c'est une fois loin de ce que j'ai eu que je me suis dit je suis passé à côté de quelque chose. Donc là, je me suis mis à faire de la plongée dans le civil. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Et j'ai su qu'il y avait également des plongeurs à la brigade. Marseille, 11h. Nous sommes au CETIS, centre d'entraînement aux techniques d'incendie et de survie. Véritable école du feu, ce centre prépare les jeunes pompiers à affronter la dure réalité de leur métier. Le centre est fait pour reproduire toutes les conditions matérielles et même météo et physiques des feux dans la réalité. Le plus proche de la réalité possible. Première étape de leur formation, la lutte contre l'incendie. 2 par 2, les stagiaires doivent franchir ce pont enflammé et réussir à l'éteindre. Pour cela, il faut aller au plus près des flammes. Le bataillon des marins-pompiers est spécialiste du feu de navire. Donc dans le cadre de cette spécialité-là, on a été agréé par la direction de la sécurité civile pour former tous les pompiers de France et de Navarre au feu de navire. Dans le contexte du fait qu'on a recréé un nouveau centre, on a demandé à l'architecte de nous créer un bateau. Et il nous a proposé de nous faire un bateau en béton, donc d'où le bateau en béton qui est derrière moi. Et à l'intérieur, par contre, il est métallique, il a toutes les difficultés propres à un vrai bateau. Vous voulez passer à l'extérieur, je suis passé à une porte chaude, je fais un refroidissement, je suis à attaque de feu,
donnez-moi du moutre, des trucs comme ça, vous me le dites, demandez à la liaison du bout, et je transmets le message. Pour la première fois, une caméra est autorisée à filmer l'intérieur de ce bateau fictif. C'est par plus de 400 degrés que ces hommes doivent progresser accroupis. Pour tenir, il faut savoir économiser son souffle et gérer son stress. Ces conditions extrêmes sont celles qu'ils rencontreront le jour d'un feu de bateau. Les hommes sont à bout de force, mais l'exercice est réussi. Les 3/4 des exercices sont basés sur l'attaque d'un feu, mais en fait, c'est pas ça qu'on leur apprend vraiment. On leur apprend surtout à gérer leur stress, à gérer l'esprit d'équipe et à se communiquer pour être tout le temps, tous les deux, en adéquation avec ce qui se passe autour d'eux. Le feu en lui-même, le pompier, il connaît, il doit y arriver, il va l'éteindre. Il a de l'eau, il a les moyens pour... C'est tout le reste. Comprendre l'environnement, comprendre son partenaire et que tous les deux soient toujours OK. Je n'imagine même pas de travailler seul. Pour moi, c'est inconcevable. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas des héros. Je vais intervenir pour sauver la vie de quelqu'un, mais il faudrait quelqu'un après pour m'aider à sauver cette vie. Donc seul, c'est impossible en fait. C'est prendre des risques inutiles et même de très gros risques. Nous, on n'interviendra jamais seul. Donc lorsque moi je me jette dans l'eau, eh ben, j'ai mes collègues qui vont être là pour me sortir après de l'eau avec la victime. Donc en fait, je peux pas. Seul, je serais bon à rien. On est bon dans notre collectivité. Le travail d'équipe, c'est très important. Dans le travail qu'on fait, il faut avoir confiance. Donc, pour avoir confiance, il faut connaître les gens avec qui on travaille. Ça nous permet, dans les choix qu'on fait, de donner la mission plus à une personne qu'à une autre. Genre, lui, je sais qu'il est plus capable de faire ça que lui, donc lui va faire autre chose en fait. Et après, la combinaison de l'ensemble fait que ça se passe bien. Je suis responsable, je pars avec eux, ils travaillent avec moi. Il faut que je fasse tout pour que ça se passe bien. On leur fait confiance, on leur laisse faire des trucs, mais il faut être là, il faut savoir interrompre quelque chose au bon moment. Et suivant les interventions, c'est plus ou moins difficile. Région parisienne, 11h15. À quelques kilomètres de Paris, les sapeurs-pompiers sont appelés sur un feu d'entrepôt. L'ampleur du sinistre est considérable. C'est avec l'aide de pompiers civils, armés de lances à haute pression, que les hommes de la brigade parviennent à contenir le feu. Le feu est maîtrisé, mais le danger encore présent. De nombreuses substances chimiques entreposées se déversent à même le sol. Pour répondre à cette nouvelle menace, des pompiers équipés de bandelettes de papier pH prélèvent des échantillons afin d'en déterminer la dangerosité. Heureusement, ces produits se révéleront inoffensifs. Ce métier est un métier physique, pas seulement physique, mais d'abord et avant tout physique. Il faut une condition physique exceptionnelle pour être un sapeur-pompier. Et on s'entraîne tous les jours. Mens sana in corpore sano, disaient les latins, les romains. Il faut avoir un corps sain et un esprit sain dans ce corps sain. Il est midi à Marseille. Dans les Calanques, nous découvrons une autre spécialité des marins-pompiers. J'ai connu les Calanques à l'âge de 17 ans. Je suis rentré au bataillon à 17 ans et demi. J'ai fait tout de suite partie des équipes de secours. Et ce milieu-là est très important pour moi. Je le fréquente régulièrement, même mes jours de repos. C'est une approche avec la nature qui est un petit peu particulière et je n'en suis pas encore lassé. Je suis chargé plus particulièrement depuis 1982 d'entraîner les équipes GREMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et de les former également. Marseille possède toute la palette des risques. C'est pourquoi les hommes s'entraînent inlassablement. Ils sont spécialistes du secours en milieu périlleux. Aujourd'hui, l'exercice consiste à déposer le corps d'un homme sur une vedette en contrebas. Pour que le réalisme soit total, c'est un des leurs qui joue le rôle de la victime. C'est parti. On lève encore. C'est bon. Un petit effort, les gars. Allez, on lève. Suspendu à plus de 150 mètres au-dessus du vide,
La moindre erreur serait fatale. Allez, laisse-moi passer encore une longueur. Allez, on laisse. Première présentation. Le milieu dans lequel on évolue est toujours dangereux, ne serait-ce que par le risque de chute de pierre permanent. Vous voyez très bien que c'est des éboulis. Lorsqu'on met des gens en paroi, lorsqu'on va récupérer des gens en paroi, non seulement il faut les sortir en toute sécurité, mais il faut veiller aussi aux alentours à toutes les pierres qui risquent de se décrocher et qui risquent de causer un suraccident. C'est un métier à risque, c'est sûr, c'est un métier à risque. Maintenant, on essaie de tout faire pour prendre le moins possible. Mais c'est un métier à risque, c'est indéniable. Chaque année, il y a des centaines de collègues qui sont blessés sur intervention, plus ou moins gravement. On va au-devant du risque. Hein. Sur un feu, quand tous les gens partent, nous on arrive. Et nous, on va dedans. Donc forcément, on va prendre un risque, même si c'est un risque contrôlé. Hein. On est bien protégé, on fait attention. Mais il y a un risque, on n'est pas à l'abri qu'un plafond s'effondre, qu'une bouteille de gaz qui explose. Ces images témoignent de la prise de risque quotidienne à laquelle doit faire face le pompier. Disons qu'avec la prévention des risques qu'on a maintenant et la formation, on sait plus ou moins maîtriser le risque. Donc on sait réagir en fonction du risque. On ne diminue pas le risque en lui-même, parce que l'explosion elle arrive au moment où on ne peut pas la maîtriser. Mais on sait comment s'en protéger, comment éviter les gros dégâts pour le pompier. Pour se préserver, ces soldats du feu doivent porter une tenue particulière, leur permettant d'accéder au cœur des flammes. Donc je vais vous montrer une tenue de feu, celle qu'on utilise quotidiennement pour les interventions urbaines. Donc voilà, elle se compose d'une cagoule en coton, donc on enfile sur la tête. Un surpantalon en textile maintenant, qu'on enfile par-dessus le pantalon de treillis classique. Donc voilà. Et une veste textile donc, qui est assortie au pantalon, donc qu'on met donc pour le haut, qui est en Nomex en fait. C'est un matériau qui ne brûle pas et qui protège vraiment bien maintenant, plus que les vêtements en cuir qu'on avait auparavant. On a fait le casque bien sûr, qui est en plastique, en fer, chromé, avec un fil comme ça. Avec une visière pour protéger du rayonnement. Une ceinture de feu qui nous permet de nous tenir entre nous. Voilà. On enfile la ceinture, qui permet d'attacher pour s'assurer un petit peu suivant les conditions, ou pour progresser dans les zones enfumées, pour être tenu par une ligne de vie de l'extérieur. Sur ça, on enfile l'appareil respiratoire qu'on appelle, donc appareil respiratoire isolant, qui est un appareil muni d'une bouteille d'air comprimé. C'est de l'air, de l'oxygène, c'est de l'air ambiant, comprimé à 300 bars dans la bouteille et qui est détendu par l'intermédiaire d'appareils dans un masque qui s'accroche sur le casque, donc je vais le faire. On considère à peu près une consommation de 100 litres à la minute. On a 300 bars, on a 20 à 30 minutes d'autonomie maximum. On essaie de minimiser au maximum. Bon, pour la tenue de feu, il y en a pour moins d'1 minute. Pour l'appareil aussi. Il faut savoir que la tenue de feu, on la met avant de partir à l'intervention, parce qu'on ne sait pas réellement sur quoi on va tomber. L'appareil respiratoire se met en arrivant sur les lieux, en fonction de ce qu'on voit et des reconnaissances qu'on a à faire. Retour à Paris, il est 14 h.
Un accident d'une violence extrême vient de se produire sur une autoroute à fort trafic. Une personne, vivante, se trouve encore dans la voiture. Les minutes sont précieuses, il faut faire vite. Les pompiers doivent maintenir la personne allongée pour ne pas aggraver ses multiples fractures. Nous intervenons en moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes sur le secteur de la brigade. Une personne qui appelle sait qu'elle peut disposer d'une équipe de secouristes confirmée, avec un sous-officier aguerri, qui maintiendra en vie la personne jusqu'à ce que, éventuellement, les médecins anesthésistes réanimateurs, soit des pompiers, soit du SAMU, interviennent pour évacuation vers un hôpital. Il aura fallu les efforts d'une quinzaine d'hommes pour extraire ce corps déchiré par la violence de l'accident. Le dévouement est une des qualités essentielles à posséder pour prétendre exercer ce métier. Ce qui les caractérise, si vous voulez, c'est le courage, le dévouement, la disponibilité. Parce que c'est vraiment ça qui caractérise le personnel ici, le personnel pompier. D'ailleurs, c'est pas propre aux militaires, c'est ce qui caractérise aussi les sapeurs-pompiers, de quelque origine qu'ils soient, de quelque statut qu'ils soient. Marseille, 15 heures. Le visage de cette ville ne serait rien sans la Méditerranée. Pourtant, elle constitue une menace permanente. Les véliplanchistes sont un souci quotidien pour les marins-pompiers. Régulièrement, les plongeurs du secteur de la Pointe Rouge s'entraînent au sauvetage en mer, discipline dans laquelle ils sont passés maîtres. Au moment de rentrer, un des plongeurs aperçoit un véliplanchiste en difficulté à quelques dizaines de mètres de la côte rocheuse. Immédiatement, l'équipe lui porte assistance. Moi je l'ai vu, il bougeait plus, il était en train de... Il n'arrivait plus à se relever avec sa planche, ça faisait 10 minutes qu'il ne se relevait pas, le temps qu'on fasse 2-3 allers-retours. Après je me suis dirigé dessus pour prendre des renseignements au niveau du véliplanchiste. Il m'a dit j'arrive pas à rentrer, le vent il me pose problème. Donc je l'ai raccompagné au moins sur les 300 mètres qu'il y avait, mais il ne serait pas arrivé, quoi. Oui, il serait peut-être arrivé au bout d'un moment, mais épuisé, quoi. Donc on ne prend pas de risque, quoi. On le récupère et on le soulage, quoi. Dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est dispo de suite, quoi. Donc ça permet d'intervenir rapidement, parce qu'en fait c'est ce qui compte dans l'intervention, c'est que ça soit rapide. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens attendent, tardent, ils se fatiguent et les secours ne sont pas appelés suffisamment tôt et ils se noient ou ils se surestiment et c'est là où arrive la catastrophe. Paris, 16 heures. Le quotidien des pompiers est rythmé par l'extrême détresse des gens. C'est un petit peu plus bas, je crois que c'est en face de Tenon, un truc comme ça, quoi. C'est à quelques centaines de mètres de leur caserne qu'un homme d'une cinquantaine d'années vient d'essayer de mettre fin à sa vie en s'ouvrant les veines dans les toilettes de ce restaurant. Souvent, c'est des interventions qui nécessitent notre présence, mais souvent aussi, c'est des personnes souvent qui ont envie de parler, des vieilles personnes qui sont seules,
la petite dame qui a perdu son mari, qui est tombée, elle n'a plus de famille. Moi, souvent, on instaure un dialogue comme ça avec les victimes. Donc, faut faire du social, je pense. De toute façon, je pense que ça fait partie du métier de faire un petit peu de social quand même. Donc, de parler aux victimes, tout ça, c'est notre rôle. On est là pour ça, on va pas prendre une victime, la mettre dans l'engin et après, voilà, l'amener à l'hôpital. On essaie un peu de faire de l'humain, quoi. Au même moment, à Marseille, une équipe de marins-pompiers se rend chez une personne âgée pour insuffisance respiratoire. Le secours à victimes représente 70% de leur activité. Du sang dans les poumons? Il y a plus. Suite à quoi? Oh, j'en ai passé, je suis resté pas un mois et demi à l'hôpital, alors. Pourquoi vous prenez du Rénutrile, monsieur? C'était quand que vous avez été hospitalisé? Le 18 février? Oui, mes jambes ne me tiennent plus, alors. Vous ne devez pas le mettre? Il est vide, il faut la faire changer? Voilà, vous respirez normalement, vous connaissez ça, hein? Monsieur de 82 ans qui se plaint de difficultés respiratoires. Il a été hospitalisé le 18 février pour une insuffisance respiratoire aiguë avec essoufflement important. Normalement, il doit être sous oxygène à la maison, mais bon, sa bouteille d'oxygène est vide depuis un moment apparemment, donc il prend plus l'oxygène. Vous savez, c'est malheureux, mais il est seul dans son bouquet. Ben oui, peut-être qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul, le monsieur aussi. Non, pour son âge, il faudrait quelqu'un. Sans eux, vous savez, hein, vraiment, sans eux, alors c'est formidable. On est malheureux. Ce sont les sauveurs, hein, parce qu'à l'heure actuelle, la misère est partout. Et vous savez, la vraie misère, elle ne se plaint pas. Et ça demande du dévouement, ça demande l'abnégation de soi, hein, finalement. Retour d'intervention. Les hommes et les femmes profitent de cet instant pour souffler, mais également pour partager leurs émotions. D'être ensemble déjà, on part sur l'intervention ensemble, on prend des risques ensemble, donc on en discute après on rentre à la caserne, et on va boire un café, on en discute, et c'est cet esprit d'équipe justement permet de pouvoir tout nous dire. Je ne crois pas qu'il y ait un collègue qui ait jamais osé dire à quelqu'un « moi j'ai eu peur de cette intervention ». Et on est tous prêts à l'entendre et tous prêts à le dire, honnêtement, je pense. Hein. L'instant de répit n'a pas duré plus de 5 minutes, qu'il leur faut déjà repartir. C'est le sergent Kahn qui est responsable de l'intervention. Il s'agit d'un accident du travail. Cet homme vient de tomber du haut de son échafaudage. Pendant que l'équipe des pompiers assure les premiers soins, un médecin urgentiste est appelé en renfort sur les lieux. C'est lui qui prend en charge désormais le suivi de la victime. C'est le sergent Kahn. Je demande police au 43, rue de la Duée, Paris 20. Secours à un homme ayant chuté de 2 mètres environ. Et c'est obligatoire la police. Globalement, quand c'est vraiment pas grave, non. Mais quand c'est un peu important comme là, on demande plutôt la police. Et après on reviendra à l'inspection du travail aussi. Oui, je fais là. C'est là. Tu veux rien voir avec le numéro pour l'instant? Paris, 17h. Quelques minutes plus tard, un autre médecin urgentiste est appelé sur un feu. Chaque minute compte. Une des difficultés quotidiennes, accéder au lieu du sinistre. Une fois l'immeuble en vue, le médecin recherche immédiatement les premières victimes. Elle est là-haut encore? Ouais, elle est là-haut encore avec l'enfant et ils sont en train de s'en occuper. Ok, vous pouvez la descendre rapidement là? C'est encore bien enfumé là-haut.
D'accord. Elle est dans un appartement? Ouais, ils l'ont retranchée dans un appartement? Ok. Une famille s'est retranchée dans un appartement au 5e étage. Le médecin décide de les rejoindre. Il y a toujours autant de projets. Si vous préférez qu'on les ausculte en bas, nous on n'a pas prévu de PRV en bas, parce qu'au début on n'avait qu'une victime. Je vais juste ausculter celui qui est asthmatique. Ceux qui sont asthmatiques. Donc on est monté pour examiner la famille qui était réfugiée dans un appartement, puisque avec bon sens, ils n'étaient pas descendus par la cage d'escalier en raison de l'importance des fumées. Donc parmi cette famille, il y avait 2 personnes asthmatiques et des jeunes enfants. Donc on s'est assuré de leur bon état de santé pour pouvoir différer leur évacuation d'appartement le temps que la cage d'escalier soit bien épurée des fumées. Concrètement, ils risquaient d'inhaler des fumées, des toxiques, et pour les personnes qui sont asthmatiques, de développer une crise d'asthme aiguë, suraiguë, avec un contexte de panique et d'être intoxiqué très gravement aux fumées. Et le danger, c'est la panique, c'est de se retrouver coincé dans les fumées, de errer, de ne pas pouvoir choisir la bonne direction, de se retrouver prisonnier des fumées. Les fumées foudroient les individus en quelques dizaines de secondes. Et donc ils étaient très bien réfugiés dans leur appartement, c'était le meilleur choix à effectuer. Les équipes médicales interviennent au plus près de l'intervention pour essayer de sauver des gens, ou celui qui convulse, il faut lui injecter un anticonvulsivant, un autre, il faut lui apporter de l'oxygène, etc. Donc ce que les pompiers ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont équipés, ils sont là pour extraire les victimes ou combattre le sinistre, nous, effectivement, on essaye de sauver un maximum de gens qui sont sauvables. Marseille, 18h. À l'heure des sorties de bureau, les accidents de voiture sont fréquents. Cyril, une jeune recrue, est envoyée sur place. Lorsque je pars en intervention sur le trajet, je pense à la victime. Je pense que je me déroule l'intervention déjà dans la tête en fonction de l'ordre de mission qui tombe. Je me dis, bon là il faut aller vite ou un peu moins. Un pompier, c'est pour porter secours aux gens, voir dans leur regard qu'on les aide et surtout me dépasser. Je suis fier de ce que je fais. Si un jour j'ai un enfant qui veut être pompier, je le pousserai, je l'encouragerai. Parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je pense que le métier de pompier, on apprend à être modeste, on essaie d'être discret sur nos interventions. Et la modestie, elle est différente chez chaque personne. On le devient parce qu'on voit des fois que la vie ne tient pas à grand-chose. On voit des gens, des fois, qui étaient très bien il y a 15 ans en arrière, et puis qui ont tout perdu. Donc, on apprend à devenir modeste, même si on ne l'est pas au départ. Paris, 18h30. Une équipe est dépêchée sur un lieu bien connu des pompiers, le métro. Une des difficultés consiste à trouver la victime. Les hommes parviennent enfin à la localiser. Il s'agit d'une personne en état d'ébriété apparemment sans connaissance. Les pompiers s'assurent immédiatement qu'il est conscient. Monsieur. Oh monsieur, réveillez-vous là, c'est les pompiers là. Eh monsieur, on ouvre les yeux là. Monsieur, allez on fait un effort là. Comment vous appelez? Passez la main dedans là, sinon on les hanche là. En arrivant ici, on voit avec les autres comment ils abordent les victimes, comment ils leur parlent, et puis après, on refait pareil quoi. On fait pareil, c'est les anciens qui nous montrent. Ce que je préfère, c'est les feux, c'est sûr. Moi, je pense comme tous les pompiers. Hein. Bon, après, il y a le secours à victimes, ça fait partie du métier aussi, mais bon, je pense que tout le monde est rentré ici pour faire un feu. On a envie d'être dedans, quoi. On entend les histoires des anciens qui nous parlent des feux qu'ils ont faits. C'est sûr que ça donne envie. Hein. Quand on est jeune, qu'on arrive en caserne,
fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Marseille, 19h. Une des nombreuses cases de la ville vient de prendre feu accidentellement. Les marins-pompiers se mobilisent car c'est toute la case qui commence à s'embraser. Pour contenir la propagation du feu puis l'étouffer, les pompiers utilisent de la mousse destinée à stopper l'inflammation des hydrocarbures. On n'est pas des amoureux du feu, mais on aime bien partir pour intervention pour feu. C'est pas du tout pour les personnes, bien sûr, chez qui ça brûle. Évidemment, c'est une catastrophe. Et on le sait, et puis c'est pour ça qu'on arrive sur les lieux, on se dépêche de l'éteindre, on s'amuse pas avec, en fait. Mais c'est vrai que moi, mes collègues, on aime partir pour feu. C'est quelque chose qui nous plaît. En fait, le feu, c'est quand même très physique. On porte des appareils respiratoires. On progresse accroupi dans le noir. On a quand même beaucoup de matériel, il faut tirer le matériel. Mais bon, il faut faire très attention, on a des techniques spécifiques. Le feu, c'est l'ennemi, celui qu'on combat, celui avec qui on a envie un peu de jouer, mais qu'on redoute quand même un petit peu. Quand je vais au feu, disons par exemple, c'est vrai que j'ai peur, hein, c'est un stress, mais bon, il faut le gérer. Si le feu suscite tellement d'intérêt chez les pompiers, il n'en reste pas moins dangereux. Il est 21h, un feu d'une envergure considérable vient de se déclencher dans une zone industrielle. C'est une lutte acharnée que ces soldats doivent mener. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, vaincre. Dans le contexte de l'intervention, on est un peu concentré en fait. On ne peut pas trop penser à autre chose. On pense à ça, souvent c'est après qu'on y pense. On pense à ce qui aurait pu arriver ou si ça s'était mal passé. En général, pendant l'intervention, on surveille nos équipiers, il faut qu'on ramène tout le monde. Et donc on n'a pas le temps de penser à d'autres choses, c'est plus après. On a affaire à une corporation professionnelle à identité professionnelle forte, qui vraiment les rassemble, qui est bien délimitée, au sein de laquelle les uns et les autres se reconnaissent. Hein. Bon, on parle de grandes familles, etc. Bon. Tout ce genre de microcosme, un petit peu, ont besoin de cette identité de groupe forte, parce qu'ils sont confrontés à ce que j'appelle moi l'exceptionnel. Et cette confrontation nécessite cette protection du groupe, nécessite cette solidarité, nécessite cette reconnaissance mutuelle, parce que ça protège l'individu. Retour à Marseille, il est 22h. Nous retrouvons les spécialistes du secours en milieu périlleux. Cette poignée d'hommes s'entraîne régulièrement la nuit pour accroître leurs compétences. Le décor est dressé. Un adepte du parapente est coincé dans un arbre situé en haut d'une colline. Ces hommes ont pour mission de récupérer cette personne et de la redescendre le plus rapidement possible. Chaque exercice de ce type est noté et chaque intervenant est sollicité dans son domaine de compétence. De lumière, la lumière, c'est nickel, Yo. Ah, nickel, comme ça, c'est... Prends le bouche et on refait gerbet, trop magique. Ouais, attends. Allez, bon, il est dessus. Allez, je te lâche. Ah non, je vais vous tuer. Olive, tu défais tout et c'est bon. Eh non, c'est bon. Merci. Allez. Attention pour lever, lever. C'est bon devant? C'est bon. Je crois que le sapeur-pompier est le recours ultime. Je crois que, et c'est ce qui fait notre grandeur, quelque part, notre force, et c'est ce qui fait que sans doute la population parisienne nous estime, pour ne pas dire nous admire, quelque part, c'est que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Paris, 23h. Retour sur la Seine. Une péniche vient de prendre feu accidentellement.
Une équipe à terre est déjà sur place et s'active à contenir le feu, mais ils ne peuvent accéder au cœur des flammes. La vedette des spécialistes subaquatiques est appelée en renfort. C'est à l'aide de leurs pompes situées à l'avant du bateau qu'ils parviendront à circonscrire le feu. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour sauver quelqu'un. C'est pas un choix, c'est un idéal d'aider les autres. Et je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour pouvoir venir en aide à quelqu'un. Marseille, 1h du matin. Alors que la nuit est déjà bien entamée, l'ambulance repart pour une nouvelle intervention. Il s'agit d'un bébé de 15 jours. Qu'est-ce qu'il y avait tout là? Il y avait des glaires? Ouais, il a fait des glaires et il respirait pas en fait. Et là, c'est endormi. Et là, il s'est endormi. C'est la première fois qu'il a fait ça et c'était important? Ah oui. Ok. Ici, on est dans le 3e arrondissement. De toute façon, ce sera... Son état n'est pas inquiétant, mais par précaution, les pompiers décident de conduire cette famille vers un hôpital pour enfants. Juste après avoir déposé le bébé, l'ambulance est appelée sur une nouvelle intervention. Un vieil homme vient de se faire agresser en plein centre-ville de Marseille. Allez, fais-moi un état de la conscience tout de suite, tu me dis s'il faut que j'appelle un médecin. Monsieur! Monsieur! Monsieur, vous m'entendez? Ouais, conscient. C'est évident qu'il rencontre des événements de vie, des contextes humains très difficiles, variés, que le citoyen lambda ne rencontre pas, quoi, ou très accidentellement. Eux, ça fait partie de leur quotidien, donc ils ont comme ça une connaissance, on va dire, de l'humanité plus vaste et plus approfondie que le citoyen lambda au même âge, quoi, enfin tout au moins. C'est en fait accepter ce que le reste des gens n'acceptent pas, enfin, ou n'imaginent pas. Nous, on est présents sur les lieux de l'intervention, les morts sont devant nous, on y pense, juste on sait qu'on est face à la réalité de la vie en fait. On est dans la vie, on n'est pas dans notre petit monde, et puis on lit le journal, on voit les articles, et puis voilà, là on y est. Paris, 3h du matin. Un feu important s'est déclaré dans un magasin de motos. Le feu est d'une extrême violence et a déjà commencé à envahir les habitations situées au-dessus du magasin. Les pompiers n'auront que quelques minutes pour évacuer les occupants.
Sauver une vie, c'est une fierté personnelle. On est fiers, on est content. On a envie que les gens le sachent. On en est content, on en est fiers. Que mes collègues viennent me voir en me disant qu'ils me félicitent, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Que des gens, c'est bête à dire, mais on est tous des enfants là-dessus. On a besoin de la reconnaissance des autres. C'est ce qui, dans ce métier difficile, nous aide aussi. Le pompier en lui-même, il faudra toujours qu'il ait cette passion, toujours cette envie, et qui donne sans attendre de remerciements. En fait. Ce sont des gens qui ont pour ambition, mais dans le sens noble du terme ambition d'aider, de sauver, de préserver. Et je crois qu'il faut aussi penser à eux, les aider, les sauver éventuellement, les préserver tout au moins. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils s'oublient dans cet altruisme parfois un peu excessif qu'ils peuvent manifester. Il est important qu'ils pensent à eux aussi de temps en temps. Pour pouvoir continuer à aider, préserver, secourir, il faut être soi-même solide. S'il y avait une image qui m'a marqué en fait pour l'instant sur mes 10 ans de carrière, je penserais à mes collègues qui sont décédés. Ils étaient 5. Il y en a une autre depuis malheureusement. Et ça a fait un gros choc à nous tous. On s'est rendu compte que 5 personnes pouvaient laisser leur peau sur un seul feu. Et là, ça m'a marqué moi. Je pense que ça a marqué pas mal de mes collègues. Jour après jour, ces hommes mettent en danger leur vie pour sauver la nôtre. Pourtant, ce ne sont pas des héros, mais des gens comme vous et moi, qui ont choisi un métier extrême au service des autres.